Bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi avec des étudiantes chercheurs. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter deux étudiantes au doctorat, physiothérapeutes. Donc, nous avons Mélanie Roch, qui est physiothérapeute diplômée de l'Université Laval en 1998. Mélanie a obtenu en 2019 une maîtrise de recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et y poursuit présentement ses études doctorales. Elle s'intéresse aux douleurs chroniques qui proviennent des muscles et étudie l'effet des aiguilles sèches dans le traitement de cette condition. Et nous avons aussi avec nous Madame Justine Benoît-Piot, qui est physiothérapeute diplômée de l'Université de Sherbrooke en 2017. Justine a obtenu en 2019 une maîtrise de recherche en sciences de la santé de cette même université et y poursuit présentement ses études doctorales. Elle s'intéresse à la santé des danseurs, particulièrement aux facteurs de risque de blessures musculo-squelettiques de surutilisation. Et Sylvie Baudouin, donc animatrice de groupe d'entraide virtuel. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande de garder vos micros fermés durant toute la présentation. Également, je veux vous rappeler que la rencontre est enregistrée afin qu'elle soit disponible ensuite pour référence. Et au moment où la présentation sera terminée, je vais cesser l'enregistrement afin de laisser place aux questions dans toute la confidentialité que nous respectons toujours à la QDC. Donc, bonne présentation, mesdames. À vous la parole. Merci. Je vais partager mon écran juste pour vous dire que je vais faire des allers-retours vers Zoom justement pour voir s'il y a des gens dans la salle d'attente pour les admettre. Fait que je ne fais pas le saut si jamais le PowerPoint s'en va quelques secondes. Et voilà. Je vais débuter la présentation. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est de favoriser un mode de vie actif lorsqu'on est en douleur chronique. Donc, Justine et moi allons commencer par se présenter pour vous mettre un petit peu plus en contexte. Là, on a déjà une petite présentation, mais on veut vous parler un petit peu plus de notre parcours là, par rapport à l'activité physique. Donc, moi, c'est Mélanie, une vieille étudiante, comparativement à Justine. J'ai même eu la chance d'enseigner à Justine dans le programme de physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. Moi, je suis physiothérapeute depuis plus de 25 ans. Mais pendant mon parcours universitaire, là, surtout lors de mes enseignements là, à l'université en physio, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. J'ai toujours été une fan d'activité physique. J'ai même étudié à l'université en éducation physique et sportive. Ça, c'était mon premier baccalauréat avant de faire mon baccalauréat en physio. Ce qui m'a amené doucement vers la physio. Et puis, éventuellement, ma curiosité m'a poussée à continuer en recherche malgré mon âge avancé. Puis, comme on l'a mentionné tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux douleurs là, qui originent des muscles, justement. Puis, je suis une grande sportive, fait que ça me fait plaisir de vous parler d'activité physique aujourd'hui. J'ai été entraîneur, j'ai fait du triathlon, longue distance, des Ironman, comme la témoigne ma photo aussi. Je fais aussi des sports d'aventure, du ski de randonnée, ski hors piste. Je fais du vélo, donc tous les sports à peu près, sauf les sports que Judith va vous mentionner comme la danse. Je ne suis pas très artistique dans ma personne. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui là, et de partager là, certains trucs avec vous là, pour essayer d'avoir une vie plus active. Donc, bonjour. Moi, c'est Justine. Je suis physiothérapeute de formation. Ça fait 5 ans maintenant, ça va faire presque 6 ans. En tout cas, je suis confuse. Oui, ça va faire 6 ans en avril. Donc, j'ai fait ma maîtrise professionnelle en physiothérapie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en recherche sur les facteurs de risque des blessures chez les danseurs. Et je suis toujours en train d'étudier ça, mais cette fois-là au doctorat. Donc, maintenant, étudiante au doctorat depuis quelques années. Ça achève. Je devrais terminer en juin. J'ai un parcours assez classique de physiothérapeute. Donc, je suis sortie du cégep, je me suis enlignée vers la physiothérapie tout de suite.
Je me suis intéressée à la physiothérapie en fait parce que j'ai dansé beaucoup étant jeune et ayant dansé, j'étais aussi beaucoup blessée. Donc, j'ai fait de la physiothérapie. Ça m'intéressait particulièrement et je suis toujours impliquée dans le milieu de la danse. J'enseigne à des enfants, à des adultes. On fait des cours de danse récréative. Donc, j'en fais encore à ce jour. Sinon, au niveau des autres sports, je fais aussi du ski de fond, du ski de randonnée, de la marche, du vélo, du paddleboard, donc des petits trucs un peu comme ça. Moi, dans le fond, les sports extrêmes, là, comme Mélanie, ça m'attire un peu moins. J'ai toujours très peur pour ma vie. Mais sinon, des sports un peu plus mollo, là, ça m'attire vraiment beaucoup. Donc, c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour le plan de la présentation, on va commencer par discuter de sédentarité, de mode de vie actif, juste pour vous mettre en contexte un petit peu. On va parler de kinésiophobie. Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu, peut-être que non. Peut-être qu'il y en a que ça va rejoindre, peut-être un peu moins. Donc, on s'en reparle. Ensuite, on va tomber à la partie pratico-pratique de la présentation de comment se mettre en marche pour se diriger vers un mode de vie actif. Donc, ça va être très, très réaliste, pratique, hands-on, de vraiment comment on peut aller vers un mode de vie actif. Puis on va terminer en parlant là, de diverses activités physiques qui pourraient vous intéresser, puis que des fois, on ne pense pas tout le temps. Donc, la sédentarité, en fait, c'est quoi? C'est un mot qu'on entend souvent, mais qui n'est pas nécessairement toujours très clair pour nous. Donc, en fait, la sédentarité, c'est vraiment un niveau d'activité physique qui est insuffisant. Donc, on parle de moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne par semaine. Si vous vous dites, oh, moi, je ne fais pas 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à chaque semaine, bien, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul. Au Canada, ça ne sera pas bien long, je vais juste admettre la personne. Voilà. Au Canada, il y a moins de 20 des gens qui vont suivre les recommandations. Donc, au-dessus de 80 quand même qui ne suivent pas ces recommandations-là de 150 minutes d'activité d'intensité moyenne par semaine. Dans le monde, on parle du quart de la population qui n'est pas suffisamment active. Et ce qu'on voit, en fait, effectivement, c'est que dans les pays à revenus élevés, comme au Canada, il y a des niveaux de sédentarité qui sont 2 fois plus élevés que dans les pays qui ne sont pas à revenus élevés. Et ce qu'on voit, c'est que de 2001 à 2016, il y a vraiment eu une augmentation de 5 des niveaux d'inactivité, ce qui est un peu inquiétant. Moi et Mélanie, on avait un débat, mais pas enflammé, un petit débat sur justement depuis la pandémie. Est-ce que ces niveaux-là d'inactivité ont augmenté? Est-ce que ça a diminué parce que les gens se sont mis à bouger un peu plus? Donc, mystère, mais sachez que si vous êtes sédentaire, vous n'êtes pas tout seul. La sédentarité, malheureusement, va avoir des conséquences assez graves. On parle de mortalité accrue, toutes causes confondues, et on parle aussi d'une augmentation de l'incidence de maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est angine, et les crises cardiaques, toutes ces maladies qui sont reliées au vaisseau sanguin et au cœur. Puis on parle aussi de cancer de tout type, mais on en reparle un petit peu tantôt, et de diabète de type 2. Au long de la présentation, on a décidé de vous mettre ça un petit peu plus concret en vous introduisant 2 personnages. Moi, je vais vous parler de Paul. Certaines personnes vont peut-être s'associer à Paul, d'autres à Suzanne, que Justine va vous présenter juste après. Donc, Paul, c'est un homme de 67 ans qui souffre de lombalgie chronique depuis près de 20 ans. Donc, il avait eu un accident de travail il y a 20 ans, puis il ne s'est jamais débarrassé de son mal de dos. Depuis ce temps-là, il est accablé par ce problème-là. Il fait aussi de la haute tension artérielle, du diabète de type 2. Il est sédentaire, mais il aimerait vraiment ça faire de l'exercice. Il y a beaucoup de volonté, mais il y a beaucoup de peur aussi. Il a vraiment peur de se faire mal au dos s'il s'engage dans des activités physiques. Et je vous présente Suzanne. Suzanne, c'est une femme de 42 ans. Elle est adjointe administrative dans un bureau de dentiste, donc passe beaucoup de temps assis. Suzanne, malheureusement, souffre de fibromyalgie depuis 5 ans, donc depuis ses 37 ans. Et Suzanne, en plus de sa fibromyalgie, bon, évidemment, la fatigue est un de ses symptômes principaux, donc elle est beaucoup fatiguée, mais elle a aussi un trouble d'anxiété. C'est une femme qui est sédentaire et elle aimerait ça bouger, faire un peu plus d'exercice, mais elle se sent vraiment trop fatiguée pour en faire plus en ce moment. Donc, vous avez ces 2 personnages-là en tête, puis on va vous présenter de la théorie, puis après ça, on va appliquer là, un programme, des objectifs pour ces 2 personnes-là, comment ça pourrait se dérouler pour débuter une vie plus active.
Donc, je vais vous parler un petit peu d'activité physique et de vie active. Donc, activité physique, si on prend la définition là, pure et dure, c'est tout mouvement corporel là, qui va être produit par les muscles puis qui va requérir une dépense d'énergie. Donc, ça désigne là, tous les mouvements qu'on effectue, soit dans le cadre des loisirs, du travail ou des déplacements. Donc, il ne faut pas penser qu'activité physique veut nécessairement dire aller au gym. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être du sport, ça peut être de la détente active, du yoga, du pilates, puis ça peut même être du jeu. Le jeu, ça peut prendre différentes formes. Donc, c'est juste de bouger puis dépenser de l'énergie d'une façon quelconque. Le mode de vie actif, on recommande au Canada là, des activités d'endurance, d'intensité modérée, comme Justine l'a mentionné précédemment, d'environ 150 minutes par semaine, mais on dit même 150 à 300 minutes par semaine, ce qui peut sembler gros pour plusieurs d'entre vous. Ou sinon, une activité d'endurance soutenue de 75 à 150 minutes par semaine. Donc, la différence entre l'intensité modérée et l'endurance soutenue, on va en parler un petit peu plus loin. Ça va faire un petit peu, ça va aller avec la dépense énergétique, aussi les zones de travail au niveau cardiovasculaire. Donc, les recommandations mentionnent de pratiquer 2 fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire. Encore une fois, on va parler tout à l'heure de la différence entre les activités de renforcement et de cardiovasculaire, puis de limiter aussi le temps de sédentarité en remplaçant certaines activités par des activités qui seraient plus légères. Exemple très simple, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Donc, il y a des bénéfices multiples à maintenir un mode de vie actif. C'est comme déjà, Justine en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va réduire le taux de mortalité, toutes causes confondues, même s'il y a des maladies ou des comorbidités qui sont présentes. Ça va aider à réduire l'hypertension artérielle, les risques de cancer, puis tous les types de cancers. Là, qu'on parle de vessie, de sein, de côlon, l'endomètre, les reins, ça a un impact sur tous les types de cancers. Ça réduit le risque de l'apparition de diabète de type 2 et ça aide aussi à contrôler le diabète lorsqu'il est présent. D'autres choses aussi, hein, dans une population vieillissante, ben, il y a des inconvénients là, qui surviennent. Puis vous savez, si vous-même, vous êtes un peu plus âgé ou c'est des personnes âgées dans votre entourage, souvent, la perte d'autonomie va être très fatale pour plusieurs individus. Donc, un mode de vie actif, plus tôt qu'on commence, puis plus qu'on va avoir un impact sur la prévention des chutes, on va prolonger l'autonomie. On va améliorer la santé mentale, la santé cognitive, améliorer le sommeil, perte de poids. Je pense juste à ma belle-maman là, qui a 87 ans puis qui a fait une chute il y a quelques années, s'est fracturé la hanche. Mais depuis ce temps-là, ça ne va pas bien. Hein? Elle a perdu beaucoup d'autonomie. Elle a besoin d'aide maintenant, d'aide à la marche. Mais avant cette chute-là, elle allait super bien parce qu'elle marchait à tous les jours 10 km. Du jour au lendemain, puis là, ben, prévention des chutes, même si elle est active, elle a quand même chuté. Puis maintenant, elle ne peut plus garder son mode de vie actif, donc elle est en train là, de dépérir là, par cette sédentarité-là. C'est très triste de voir que ça arrive là, chez les personnes âgées, mais ça peut arriver chez les personnes plus jeunes aussi. Au niveau là, plus effets physiologiques, un petit peu plus scientifiques, ben, ça améliore la santé cardiovasculaire. Donc, pensez à tout ce qui est circulation, respiration, les poumons, le cœur. Ça permet une meilleure vascularisation. Le fait d'être actif physiquement, ça va faire que plus d'oxygène qui va s'en aller à nos tissus. On sait que l'hypoxie, le manque d'oxygène dans les tissus, est souvent une source de douleur. Puis on a besoin d'oxygène pour guérir. Ça va retarder l'apparition de l'hypertension, on l'a mentionné juste avant. Ça aide à contrôler la douleur et l'inflammation. Quand on fait de l'exercice, on va sécréter des endorphines hein, qui sont des opioïdes qu'on produit nous-mêmes. Donc, il n'y a pas tous les désavantages de la médication antidouleur. Puis, l'inflammation aussi là, va être grandement aidée par l'activité physique.
On sait que la présence d'inflammation aussi là, va causer de la douleur. Puis, ça permet aussi de maintenir une densité osseuse. Le fait de s'activer physiquement, on va stimuler nos os. Donc, on va garder une meilleure minéralisation des os, meilleure densité osseuse, puis on va diminuer l'apparition d'ostéopénie, ostéoporose ou de fractures là, en vieillissant. On va passer maintenant à la kinésiophobie. Ce sera pas bien long, et voilà. Donc, la kinésiophobie, en fait, comment c'est défini? C'est vraiment une peur qui est excessive, irrationnelle du mouvement ou de participer à une activité en lien avec une peur de se blesser ou de subir des conséquences qui sont graves. Et en fait, pourquoi ça apparaît, la kinésiophobie? C'est en lien avec la croyance que toute activité qui est douloureuse, elle est nécessairement dangereuse et doit être évitée. Et en fait, on parle d'une peur qui est irrationnelle parce que ce lien-là de douleur, donc danger, est un peu erroné. C'est sûrement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Donc oui, la douleur, c'est supposé être un signal d'alarme dans votre corps, mais quand on parle de douleur chronique, à ce moment-là, c'est plus tout à fait ça. Donc la kinésiophobie, c'est pour ça qu'on appelle ça une peur qui est irrationnelle. On n'est plus nécessairement dans le douleur égale danger. Donc, la kinésiophobie, en fait, c'est aussi lié avec le modèle de peur-évitement. C'est peut-être un modèle que vous avez déjà vu aussi, qui est assez populaire en douleur chronique. En fait, ce qu'on voit, c'est que la personne va se blesser, va vivre une expérience douloureuse et le parcours normal de rétablissement, en fait, se vivrait avec justement une absence de peur de douleur, va vivre sa réadaptation, confronter la situation et tout ça et va se rétablir adéquatement. Par contre, il y a aussi un cercle vicieux qui peut s'enclencher où l'expérience douloureuse va engendrer une catastrophisation. Donc, oh mon Dieu, j'ai tellement mal, je vais avoir mal pour toujours, je ne pourrai jamais faire d'activité normalement, ma vie est finie, donc je pense toujours à ma douleur. Donc, catastrophisation va mener souvent à la chronicisation des douleurs, donc vraiment persister dans le temps. Et ça peut engendrer justement une peur de la douleur, éviter l'activité physique, avoir une hypervigilance aussi au niveau de votre douleur, de toujours penser à cette douleur-là, et ça ne nous encourage pas à bouger. Et ça, inévitablement, en évitant l'activité physique, bien, il y a un déconditionnement, il y a des symptômes de dépression qui peuvent apparaître, et surtout, ça mène à l'incapacité parce que justement, on arrête de bouger. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec notre ami Paul, dont Mélanie nous a parlé. Donc, se blesse au dos, pense beaucoup à sa douleur au dos, fait moins d'activité parce qu'il a peur de bouger, d'avoir mal, tout ça. Donc, il est dans ce cycle-là de peur de la douleur, d'éviter l'activité physique et de ne pas finalement aller mieux. Justine, c'est tellement fort ce cycle-là que moi, dans le cadre de mes études, j'ai découvert aussi qu'il y avait une flèche qui pouvait s'ajouter. Ça va créer aussi de la tension musculaire élevée. Puis une tension musculaire élevée va amener aussi là, son lot de problèmes, de la douleur, des tensions inconfortables. Puis on pourrait même rajouter ça quelque part là, dans le haut du cercle vicieux. Donc, nos caractéristiques psychologiques vont avoir un impact sur nos variables physiques finalement au niveau de notre corps. Donc, effectivement, très pertinent. Comment on se met en marche? Je pense que c'est la partie qui va intéresser beaucoup de gens dans la présentation. Donc, on commence. La première chose à faire, c'est de se fixer un objectif qui est intelligent ou un objectif SMART. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, donc qui est vraiment contenu dans une seule activité, mais bref, il faut que ça ne peut pas être vague. Donc, comme je dis en ce moment, ce que je dis en ce moment, c'est vague. Donc, il faut que l'objectif soit, lui, spécifique. Ensuite de ça, il faut qu'il soit mesurable. Donc, que ce soit en termes de minutes, que ce soit en termes de répétition. Donc, il faut vraiment que vous soyez capable de mesurer votre amélioration. Ensuite de ça, évidemment, ça va être atteignable et réaliste. Donc, si vous, en ce moment, vous ne bougez pas du tout, bien, ce n'est pas réaliste de dire on est lundi aujourd'hui, après cette présentation, à partir de cet après-midi, je vais faire 30 minutes de marche rapide à tous les jours pour le restant de ma vie. Ce n'est pas tout à fait atteignable ni réaliste. Donc, on commence toujours progressivement. Et finalement, pour qu'un objectif soit SMART, il faut aussi qu'il y ait une temporalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un délai au niveau du temps. Donc, de se fixer un objectif d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici 6 mois. Donc, c'est vraiment important d'avoir une temporalité au niveau de l'objectif. Truc que j'ai trouvé particulièrement utile, la première chose, c'est vraiment de choisir une activité que vous aimez.
Toutes les activités dont je vous ai parlé, dont Mélanie vous a parlé aussi tantôt, on les fait parce qu'on les aime, ces activités-là. Et moi, j'aimerais vraiment ça, là, aller courir dehors l'été, là, mais j'haïs ça. J'haïs ça, courir. Il n'y a aucune chance que je fasse de la course à pied dans ma vie parce que je n'aime pas cette activité-là. Par contre, aller faire du ski de fond, j'apprécie, donc j'y vais. Donc, bref, tout ça pour dire que les activités qui vont fonctionner le plus pour vous mettre en marche, c'est celles que vous appréciez. Donc, essayez-les, découragez-vous pas. Si vous n'en aimez pas, essayez-en plusieurs, vous allez finir par en trouver une qui vous rejoint un peu plus. Ensuite de ça, ça va être d'établir une routine. C'est super important d'intégrer l'activité physique dans votre horaire et ça de façon stable. Parce que si vous ne l'intégrez pas dans votre horaire, dans votre routine, c'est facile de faire sauter l'activité physique. Par exemple, quand on est dans des périodes qui sont plus occupées au travail, à l'école, tout ça, donc souvent, c'est l'activité physique qui va sauter en premier. Essayez de vous réserver un temps dans votre semaine qui est vraiment spécifique pour ça. Ensuite de ça, bon, ça semble évident, réduire la sédentarité, mais en fait, c'est que ce qui facilite, c'est de réduire, en fait, dans nos temps libres, le temps qu'on va passer dans des activités sédentaires. Donc, regarder la télévision, faire de l'ordinateur. Donc, remplacer ces loisirs de sédentarité-là par autre chose ou de les faire autrement. Par exemple, si vous avez un vélo stationnaire à la maison, mais vous pouvez en faire pendant que vous regardez la télévision. Fait qu'il y a des choses comme ça où est-ce qu'on peut aller réduire la sédentarité dans nos temps libres en remplaçant ces activités-là par autre chose ou en les combinant. Toujours dans nos trucs, une autre chose qui peut être agréable, c'est de préférer les modes de transport actifs. Bon, c'est sûr qu'en hiver au Québec, c'est un peu plus un défi des fois, mais de favoriser la marche, le vélo pour vos déplacements, ça peut être un super bon truc, surtout si vous vivez dans une communauté où c'est relativement rapproché. Sinon, ce que vous pouvez faire, on s'en reparle un peu plus tard, mais il y a des trucs quand même si vous vivez plus en région éloignée. Ensuite de ça, c'est vraiment de répartir sur toute la semaine vos séances d'activité. Donc, si vous vous dites, ouais, moi, j'ai pas le temps, je vais faire 150 minutes le samedi parce que c'est ma journée que j'ai du temps, ça se peut que ce soit un petit peu moins efficace. Donc, en fait, on veut que les activités durent au moins une dizaine de minutes chaque fois, mais à plusieurs reprises. Donc, on l'inclut dans les routines et ça devient un petit peu plus facile à ce moment-là. Et finalement, un truc qui peut être vraiment très plaisant, c'est de participer à des activités qui sont en groupe, donc des cours de natation, des cours de danse, des groupes de marche. Ça peut vraiment entraîner en fait un aspect social, c'est ludique, on aime ça parler à des gens pendant qu'on marche, découvrir des nouvelles personnes, puis ça peut vraiment nous aider à avoir du plaisir puis à aimer les activités qu'on va faire. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous allez faire de plus que ce que vous faites en ce moment, c'est mieux que rien. Fait que tout ajout d'activité physique va être bénéfique pour votre santé. Et ce qui est important aussi, c'est d'augmenter graduellement le temps que vous consacrez à l'activité physique jusqu'à atteindre le niveau recommandé. Comme je vous disais, si vous êtes à 0 minutes d'activité physique par semaine en ce moment, vous ne pouvez pas commencer à 150 minutes instantanément. Il faut vraiment y aller graduellement. En fait, on a aussi trouvé plein de petits trucs pratico-pratiques à la maison, au bureau, pour vous faire bouger un peu plus. Donc, c'est des trucs qui peuvent sembler être évidents, mais bon, je vous l'ai dit quand même. Première chose, remplir sa bouteille d'eau à moitié pour justement aller à l'abreuvoir, la remplir plus souvent. Donc, ça peut être un truc pour se lever plus régulièrement. Passer le tapis téléphonique en position debout, particulièrement si vous en avez plusieurs à faire. Donc, ça nous oblige à pas être en position assise. Et ensuite de ça, placer des objets que vous utilisez, mais hors de portée. Par exemple, si vous utilisez régulièrement votre brocheuse, mettez-la pas sur votre bureau, mettez-la ailleurs pour avoir à vous lever, marcher un peu, aller brocher vos choses, on revient. Faire des réunions actives. Donc, vous avez des collègues, vous devez parler d'une présentation qui s'en vient, par exemple, ben pourquoi pas aller faire la réunion en marchant sur l'heure du dîner. Ça peut être une des choses à faire. Ensuite de ça, pour ceux qui ont des transports en commun dans leur région, vous pouvez rester debout dans les transports en commun si c'est une possibilité ou faire une partie du trajet assis, mais se lever vers la fin. Donc, ça peut être plusieurs options comme ça. Au bureau, vous pouvez aller voir votre collègue ou vos collègues au lieu de leur envoyer un courriel. Donc, ça vous force à
on se lève, on marche un peu. Et d'ailleurs, on a souvent des réponses plus rapides que par courriel, toujours agréable. Ensuite de ça, toujours assis debout, on peut prendre une collation debout, prendre une pause active. Donc, comme je vous disais, par exemple, au CHU, à Fleurimont, à Sherbrooke, on a un super beau parcours qu'on peut faire à pied autour de l'hôpital. Donc, bon, des fois, c'est pas très glamour, les parcours à pied autour du travail, mais quand même, c'est des options où vous pouvez aller marcher pendant vos pauses. Ensuite de ça, il y a aussi de programmer des notifications pour se lever régulièrement qui peut être utile parce que, comme je vous disais, quand on ne l'a pas dans notre routine, on n'y pense pas. Donc, si vous avez une notification dans votre téléphone qui sonne à chaque heure, que là, vous savez que vous devez vous lever, bien, au moins, ça vous fait un rappel régulièrement. Ensuite de ça, comme Mélanie disait tout à l'heure, emprunter les escaliers au lieu de l'ascenseur. Bon, c'est peut-être moins réaliste si votre bureau est au 32e étage, mais au lieu d'aller au 32e étage en ascenseur, vous pouvez monter au 30e étage puis faire les 2 derniers à pied. Donc, c'est des options que vous pouvez utiliser. Encore pour ceux qui ont des transports en commun, descendre de l'autobus 1 ou 2 arrêts plus tôt, donc vous marchez un petit peu plus, mais justement, ça nous met un peu plus en forme. Dans cette optique-là aussi, si vous vous dites, bon, Justine, c'est bien beau, qu'est-ce que tu dis, là, mais moi, aller à l'épicerie en vélo, c'est pas une réalité. Mais parfait, stationnez votre voiture un peu plus loin de l'entrée, comme ça vous fait marcher encore. Participer à un club de marche, on en a parlé un petit peu. Et utiliser une application aussi pour compter vos pas. Si vous avez un téléphone intelligent, d'ailleurs, les chances sont que vos pas sont déjà comptés. C'est très, très motivant de voir. Souvent, vous avez des statistiques dans la dernière journée, dans la dernière semaine, dans le dernier mois. Donc, vous pouvez voir votre amélioration aussi. Donc, si vous êtes un peu compétitif avec vous-même, c'est très plaisant. En tout cas, moi, ça a bien fonctionné pour compter mes pas. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, application pour compter vos pas, ça peut toujours être très bien. L'autre chose aussi qui est super importante, c'est de ne pas se décourager parce que souvent, quand on commence un programme d'exercice, d'activité physique, puis tout ça, on se dit « Ah, ça va bien aller, ça va aller juste en s'améliorant, tout est sous contrôle, ça va être une belle activité, j'ai juste du plaisir 100% du temps. » Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des jours que vous allez être plus fatigué. Il y a des jours où vous allez avoir plus de douleur, puis ces jours-là, ça va peut-être vous tenter un petit peu moins. Mais dans ce temps-là, on peut en faire moins, en faire plus le lendemain. Mais c'est ça. Attendez-vous pas que ce soit une belle ascension en ligne droite tout au long de votre parcours vers un mode de vie actif. Malheureusement, ce serait très surprenant que ce soit le cas. Je vous le souhaite, mais ce serait vraiment surprenant. Donc, ne vous découragez pas. Puis même, si je peux me permettre d'ajouter, pour avoir été une athlète de haut niveau, même chez les semi-pros, les pros, c'est comme ça aussi, là. C'est jamais une belle ligne droite. Présentement, moi, j'aimerais bien en faire plus que j'en fais, mais avec le doctorat, puis des réunions qui popent à la dernière minute, des travaux à réviser à la dernière minute. Souvent, comme on dit, même si on le met dans l'horaire, c'est souvent bousculé. Puis la progression, elle n'est pas selon une belle ligne constante qui monte toujours vers le haut. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous entretenir justement d'intensité d'activité cardiovasculaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fameuses zones d'entraînement. Ce qu'on va vous recommander, c'est de peut-être regarder un petit peu ça, mais regarder aussi l'échelle de bord qu'on va vous présenter là, dans les prochaines diapos. Donc, c'est quoi les zones d'entraînement? C'est des zones, habituellement, on travaille sur 5 zones qui divisent la quantité de travail cardiovasculaire, l'intensité de ce travail-là. Donc, c'est basé un petit peu sur la fréquence cardiaque qu'on pourra vous expliquer dans la prochaine diapositive. Donc, si je regarde la zone 1, par exemple, ça va être une activité cardiovasculaire d'intensité vraiment légère à légèrement modérée, ce qui représente à peu près un 50% de notre capacité cardio-respiratoire maximale. La zone 2, c'est un petit peu plus intense. Là, on va commencer à parler d'endurance parce que probablement que la durée de l'activité et son intensité vont augmenter légèrement, ce qui va nous amener vers une intensité plutôt moyenne, modérée. Puis ça, c'est les zones dans lesquelles on va vous recommander là, de débuter l'entraînement. On ne vous recommandera pas vraiment d'aller dans des zones 4 et 5, surtout pas si vous vous prenez en main maintenant. Je vous dirais que même moi, pour avoir été anciennement une athlète de haut niveau, puis aujourd'hui, juste vouloir être en santé, c'est bien rare que je vais aller toucher à ces zones-là, les 4 et 5. Là. La zone 3, c'est une zone intermédiaire. On est toujours en aérobie. Quand on parle d'activité aérobique, c'est quand on utilise l'oxygène qui est disponible là, comme source pour quand on produit de l'énergie
au fait, c'est pas quand on produit de l'énergie, mais quand on utilise notre énergie, on va utiliser l'oxygène. Donc, c'est des zones qui sont confortables et qui n'auront pas trop d'effets secondaires. Donc, vous n'aurez pas trop de douleurs et de courbatures après les activités aérobiques. C'est quand on va tomber dans les zones les plus élevées, l'anaérobie, spécialement dans la zone 4, où ce que là, on va produire beaucoup de déchets, puis on va avoir beaucoup de courbatures après l'activité. C'est des zones en intensité assez élevée. Là, on parle de 81 à 90 % de la capacité maximale. Puis c'est vraiment la zone où est-ce que souvent les gens vont pogner un mal de cœur là, tellement qu'ils poussent. Parce qu'il faut quand même maintenir ça là, sur une période qui peut être pas trop longue, je vous dirais. On peut aller chercher une zone anaérobique à l'intérieur de 2 à 4 minutes d'activité, puis ça peut dépasser un petit peu là, aussi là, en durée. Puis la zone 5, bien, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est notre sprinter aux Jeux olympiques là, qui va faire un 100 mètres là, en 8-9 secondes. Fait que ça, c'est vraiment 100 % de la capacité maximale. C'est un effort maximal d'intensité très élevé. Il y a des grands risques de blessures là, au niveau musculaire. Là, quand on travaille dans ces zones-là, on peut facilement se blesser. Donc, ça, c'est pour vous présenter les zones. Pour vous mettre un petit peu en contexte, comment on pourrait calculer, grosso modo, sa zone 1 et 2, bien, je vous donne ici là, un exemple de calcul de zone 1. La façon la plus arbitraire et la plus facile, qui n'est pas non plus la perfection, mais qui est suffisante là, pour calculer sa zone. Si je veux calculer ma zone 1, je vais prendre 220 moins mon âge. Puis ça va représenter votre 100 % de capacité cardio-respiratoire. Comme je vous dis, ce n'est pas une science exacte, mais ça fait le travail. Puis ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est calculer un pourcentage. Tout à l'heure, on parlait là, que la zone 1, c'était entre 50 et à peu près 60 % de la capacité maximale. Fait que si j'ai 55 ans, puis je calcule ma zone 1, je fais 220 moins 55, ça va donner 155, ça c'est mon 100 %. Donc 50 % de ça, ça va donner 70 à 80 battements par minute. Avec les montres intelligentes, souvent, on peut calculer nos fréquences cardiaques. Sinon, on peut carrément, là, pendant 15 secondes, aller prendre notre pouls avec nos doigts sur notre artère carotide dans le multiplier par 4 pour se donner une idée de l'intensité de travail là, dans lequel on est. Parce que ça va être important en débutant de ne pas aller dans des zones trop élevées, comme on le mentionnait tout à l'heure. Fait que ça vaut peut-être la peine là, de calculer vos zones 1, 2, 3, puis vous dire là, qu'il ne faut pas dépasser là, au début de votre entraînement ou de votre mise en forme là, ces zones-là, parce que ça va être trop intense, puis ça va être une raison qui va vous faire lâcher, parce que ça ne sera pas le fun de faire de l'exercice. Ce qui est important, c'est de combiner ceci avec l'échelle de bord, parce que comme je vous ai dit, le calcul des zones à partir de la fréquence cardiaque, ce n'est pas une science exacte, mais lorsqu'on le combine avec la sensation d'effort ressenti, qui est très subjective, qui est personnelle à chaque personne, mais là, ça devient quand même assez intéressant. En théorie, si on revient sur nos fameuses zones, en 0,1, aucun effort très facile. Ça devrait pas mal correspondre à votre zone 1, votre zone 2, très facile, la zone 3, aux alentours de l'effort modéré moyen, là, qui est en jaune dans le milieu de notre tableau. Après ça, notre zone 4 dans le difficile, puis le maximal, c'est notre zone 10. Fait que si vous calculez votre fréquence cardiaque pour votre zone 1, ça vous dit que c'est 80 battements à la minute, mais que vous, à chaque fois que vous faites votre exercice, puis que vous regardez si vos fréquences sont à 80, vous avez l'impression d'être au numéro 5, bien, c'est juste que le calcul n'est pas exact. Donc, à ce moment-là, il faut diminuer un petit peu l'intensité. Fait qu'avec ces deux outils-là, je pense que vous êtes capable là, de vous quand même de bien guider là, votre intensité d'activité, puis être certain que vous n'allez pas y aller trop fort pour commencer. Donc, en douleur chronique, qu'est-ce qui serait recommandé là, au niveau des activités cardiovasculaires? Bien, on pense que le cardiovasculaire, c'est une très bonne option pour vous parce que, justement, l'activité cardiovasculaire va aider, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, à diminuer la douleur, contrôler l'inflammation. Donc, on suggère de débuter à basse intensité,
dans une zone 1 idéalement, puis si ça va bien, éventuellement, on va transiter vers de la zone 2. Ce n'est pas dit que vous ne pourrez pas aller faire de la zone 3 un jour, mais il faut commencer en quelque part, puis on croit fortement que ça va être vraiment les zones indiquées pour vous. La sensation d'effort, selon l'échelle de Borg, doit vraiment demeurer facile. Donc, la perception que vous avez lorsque vous faites votre exercice, on doit sentir que c'est quand même faisable, c'est facile. On doit être capable de continuer à parler pendant qu'on fait l'exercice. Si vous n'êtes pas capable de parler, c'est trop difficile. Puis éventuellement, on peut accepter quelque chose de modéré ou est-ce que, soit dit en passant, vous seriez encore capable de parler, mais cette fois-ci avec essoufflement et le besoin de prendre des pauses. Donc, si vous décidez de vous engager dans le programme d'exercice, que vous avez une personne avec qui le faire, ou vous êtes dans un club de marche, puis il y a d'autres personnes, bien, assurez-vous que vous êtes capable de discuter quand vous faites votre exercice. Ça va être vraiment un bon point de repère pour débuter. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas qu'on engendre une grande fatigue post-activité. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui souffrent de douleurs chroniques, puis qu'un des effets secondaires, c'est la fatigue chronique. On ne veut pas engendrer une trop grande fatigue post-activité. Et vous allez voir, là, on va vous guider tout à l'heure. Vous allez voir avec le cas de Suzanne, là, comment ça peut commencer. Ça va commencer avec pas beaucoup de minutes d'activité et vraiment une basse intensité. Mais tel qu'on l'a mentionné tout à l'heure, il faut débuter en quelque part, puis il ne faut pas se décourager. La natation, pour ceux qui aiment l'eau, qui ont accès à une piscine, souvent dans les communautés, il y a des piscines qui sont accessibles gratuitement. Je vous suggère de vous informer. Je sais que l'association de fibromyalgie, vous pouvez, puis aussi les maladies rhumatoïdes, vous pouvez trouver une liste des piscines qui ne sont pas trop froides, parce que des piscines froides, puis plusieurs personnes qui souffrent de douleurs chroniques ont de la difficulté avec le froid parce qu'ils souffrent souvent d'allodynie. Donc, il y a des piscines qui sont chauffées, qui sont maintenant à des températures confortables. Ce n'est pas toujours des piscines très, très froides. La raison pourquoi les piscines sont souvent froides, c'est pour les équipes de natation, les entraînements de natation. C'est insoutenable pour être une ancienne nageuse de nager, de s'entraîner dans une piscine trop chaude. Mais à l'opposé, les gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est souvent non plus pas soutenable d'être dans une piscine trop froide. Donc, vous pouvez regarder, il y a des cours de groupe. Il y a possibilité de se faire des programmes d'exercice, des fois dans des bains libres. Vous pouvez y aller, il y a du matériel pour faire des exercices, des planches, des nouilles en mousse, des petits haltères en mousse. Il y a différentes options, l'aquagym, l'aquabike, il y a du yoga aquatique, la natation, bien entendu, mais ce n'est pas accessible à tous, la natation. Mais il y a beaucoup d'activités qui se font en piscine, qui sont dans le pas creux ou avec des flotteurs. Ça diminue les impacts sur les articulations. Donc, chez les gens qui ont des problèmes d'arthrose, qui ont mal aux articulations, ça peut être vraiment soulageant là, d'avoir l'effet d'apesanteur qu'offre l'eau. Donc, c'est vraiment une option à explorer là, pour plusieurs d'entre vous. Je vois la discussion, les commentaires en discussion. D'ailleurs, je suis vraiment touchée. On s'en reparle un peu plus à la fin. On va quand même parler encore de quelques activités, puis on en parlera dans la portion questions si ça vous intéresse à ce sujet-là. Donc, je vous parle du renforcement tranquillement. On va parler en fait des 3 types de contractions musculaires, puis après ça, on va parler des différents types de renforcement. Donc, les types de contractions musculaires, il y en a 3. Donc, ils sont définis en fait selon comment le muscle bouge ou ne bouge pas. Donc, en isométrique, le muscle ne bouge pas. Donc, si je prends par exemple mon biceps ici, si je viens serrer, mon biceps est activé, mais mon muscle ne bouge pas. Si au contraire, par exemple, j'avais un petit poids dans ma main et que je venais monter ici, mon muscle raccourcit. Donc, ça, c'est vraiment une contraction qui est concentrique. Et quand je vais redescendre, mon muscle force encore pour retenir le mouvement, mais ici, il va s'allonger et donc je travaille en excentrique. Pourquoi c'est important ça? Souvent, on va voir que les exercices, en fait, les types de contractions excentriques, donc ceux où on retient la descente, c'est des exercices qui sont beaucoup plus stressants, qui vont mener à plus de blessures. Donc, quand on parle d'exercices violents, c'est peut-être ça aussi qui peut être un peu plus difficile. Ça va créer plus de micro-déchirures au niveau des muscles, puis ça peut vraiment créer plus de douleur. Pour aller travailler en force, donc pour vraiment aller chercher un petit peu plus de renforcement de nos muscles, habituellement, on parle de 5 à 8 répétitions. C'est quoi des répétitions? C'est vraiment le nombre de fois où on va répéter le mouvement. Donc, si je reviens à mon exercice de biceps, ça voudrait dire que je ferais ma
flexion du coude 5 fois, ce serait donc 5 répétitions. Quand on parle de séries, pour le renforcement toujours, on parle de 2 à 4 séries. Et donc, c'est le nombre de fois où je vais faire mes répétitions. Donc, si j'ai fait 5 répétitions, je prends une pause. Toujours important de prendre des pauses à travers votre activité. Et ensuite de ça, on recommence les répétitions. Donc, je pourrais faire 2 séries de 5 répétitions pour un total de 10 répétitions avec une pause entre les deux. Ce qu'on peut faire pour travailler en force, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de poids libres, de machines, de toutes sortes d'équipements très, très haut de gamme. En fait, oui, si vous en avez, vous pouvez les utiliser si vous êtes habitué. Si vous n'êtes pas habitué, s'il vous plaît, commencez avec le poids de votre propre corps, c'est bien en masse, OK? Donc, pour travailler en renforcement, comme je vous dis, ça peut être simplement le poids de votre corps, c'est assez pour commencer. Pour travailler en endurance, on va augmenter le nombre de répétitions. Donc, endurance, c'est vraiment la capacité du muscle à travailler longtemps. Donc, dans la force, il n'y avait pas nécessairement cette composante-là de durée du travail. Donc, pour travailler en endurance, on va aller faire un petit peu plus de répétitions. Donc, on parle de 15 répétitions et plus, mais on peut aller jusqu'à beaucoup plus, éventuellement et graduellement. On parle aussi de 2 à 4 séries. Donc, c'est toujours des répétitions qu'on veut faire à plusieurs reprises en prenant une pause entre les séries. Encore une fois, pour les charges, ça peut être seulement le poids de votre corps, ça peut être des poids libres, ça peut être des machines. Habituellement, on va mettre des poids qui sont un petit peu plus légers parce que si vous faites 5 répétitions, c'est pas la même chose que 15 répétitions. Donc, nécessairement, vous allez mettre un tout petit peu moins de poids quand vous faites plus de répétitions. Finalement, pour travailler en hypertrophie, donc peut-être un petit peu moins pertinent pour vous, mais je vous en glisse un mot quand même. Donc, pour travailler en hypertrophie, donc quand on veut vraiment faire grossir les fibres musculaires, on va parler de plus de 10 à 12 répétitions pour 2 à 4 séries. Et à ce moment-là, effectivement, ça va plus être des poids libres, des machines qui vont être un petit peu plus lourds. Pour les gens pour qui c'est plus difficile justement de faire des activités, que ce soit de la marche, que ce soit la natation parce que c'est pas accessible dans votre communauté pour une raison quelconque. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire en douceur à la maison ou dans les cours de groupe. Il y a des cours qui sont en ligne. Il y a le tai chi, entre autres, qui est vraiment intéressant. Le tai chi, c'est vraiment des mouvements qui sont très lents et la lenteur fait partie de l'activité. Donc, c'est vraiment très pertinent. Le pilates, ça peut être un petit peu intense, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour ça. Il y a souvent des cours en communauté qui sont offerts dans les centres communautaires, les centres comme ça. Ensuite de ça, il y a le yoga qui est une bonne option. Le yoga, il y en a plusieurs sortes et il y a même du yoga qui s'offre, je ne sais pas si c'est dans toutes les communautés, mais il y a du yoga sur chaise qui s'offre particulièrement pour les personnes âgées. Donc, ça vous permet de bouger en évitant le risque de chute. C'est des exercices qui sont super doux. Donc, c'est aussi une bonne façon de commencer. Et finalement, le classique, la marche. La marche, c'est très très plaisant parce que vous pouvez commencer en marchant lentement, vous pouvez progresser vers une marche qui est de vitesse normale, une marche rapide, vous pouvez commencer par 2 minutes de marche, 5 minutes de marche, vous pouvez commencer par 15. Vous pouvez vraiment y aller, puis c'est facile d'aller modérer finalement sa vitesse et le temps de marche. Pour ce qui est des étirements, c'est aussi des exercices qui peuvent vraiment faire du bien. En fait, les étirements, à quoi ça sert? C'est vraiment pour maintenir une mobilité et une flexibilité qui est normale. En fait, on suggère de le faire 2 à 3 fois par semaine. Ça peut être jusqu'à 20 à 30 minutes. C'est sûr que 20 à 30 minutes d'étirement, ça va peut-être être un petit peu long, mais il y a plein d'exercices de flexibilité qui sont super intéressants. Les exercices d'étirement ne devraient pas générer de douleur. Donc, c'est des étirements. Il y a une sensation d'étirement, mais cette sensation-là, elle est confortable. C'est super important. Les exercices d'étirement ne doivent pas être douloureux. Habituellement, les étirements, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenir 15 à 30 secondes. Donc, par exemple, si je veux étirer mon avant-bras ici, je vais aller me prendre ma position, je vais maintenir un 15 secondes à 30 secondes et on fait ça 3 à 4 fois. Donc, on va vraiment aller sentir notre étirement des muscles. La récupération. Puis là, j'ai vu le chat là, pendant que Justine parlait. Effectivement, on va revenir. Là, il y a des gens pour qui marcher 1 minute, c'est déjà trop, puis c'est correct qu'on comprend ça, on va en reparler. Puis tout ce que je vais dire comme la récupération, bien, ça ne va pas non plus concerner les personnes qui ont de la difficulté à faire 1 minute d'exercice présentement.
Mais si jamais il y a des gens qui sont capables d'entreprendre des durées d'exercice un petit peu plus longues, puis qui commencent à avoir un certain entraînement. Et puis par là, je ne vous parle pas de 3 heures de temps. Là. Ça peut être quelqu'un qui ne faisait rien, puis qu'après quelques semaines, déjà, là, le printemps va arriver, le temps chaud va arriver, ils vont se mettre à faire l'exercice, puis un 20 minutes pour eux, bien, ça va être l'équivalent d'un 2 heures pour une autre personne. Bien, il faut penser à l'hydratation. Il y a des choses auxquelles il faut penser. Si on veut bien récupérer, pas avoir trop de douleur post-activité, pas trop de courbatures, puis être capable de recommencer le lendemain ou dans 2 jours, ben, il y a des petites choses qu'il faut bien faire. L'hydratation, ça s'applique à tout le monde. Il faut boire de l'eau. C'est super important d'être bien hydraté. L'hydratation, c'est essentiel à tout, la guérison, diminuer l'inflammation, même si vous n'êtes pas actif pour la douleur chronique, c'est important. La consommation d'électrolytes, si jamais vous vous mettez à faire un petit peu plus d'exercice ou vous faites de l'exercice dans un climat qui est assez chaud, bien là, à ce moment-là, ça vaut la peine de penser à rajouter des électrolytes dans votre eau. Il y a moyen d'avoir des électrolytes accessibles sans qu'on ajoute des calories. Il y a des gens qui ont le poids à contrôler, une surcharge pondérale. On ne veut pas rajouter des calories, on veut en brûler. Donc, les électrolytes, c'est des sels minéraux, du sodium, du potassium. Donc, j'en ai trouvé, moi, récemment en pharmacie, là, des petits sachets qui goûtent le citron. Il y a 0 calories là-dedans, c'est juste des électrolytes. On rajoute ça dans notre eau. Ça va vous aider aussi à absorber cette eau-là dans votre système. Donc, quand il fait chaud, quand on fait aussi une durée d'exercice qui est un petit peu plus prolongée, ça peut être dès qu'on va atteindre un seuil de 30-45 minutes, puis supérieur à ça, pensez à prendre des électrolytes pour vous aider dans votre récupération. Il faut aussi, si vous faites un certain effort soutenu, disons que vous commencez votre entraînement, puis vous allez arriver à quelque chose de confortable, puis vous êtes rendu capable de faire, je ne sais pas moi, de l'activité d'intensité modérée sur des périodes un petit peu plus prolongées, bien, vous allez avoir dépensé de l'énergie dans vos muscles, qu'on appelle les glycogènes musculaires. Puis la meilleure façon de refaire rapidement nos glycogènes musculaires, c'est de consommer dans les 20 minutes post-activité une substance protéinée contenant un tout petit peu de sucre. Donc, ça pourrait être, par exemple, du lait au chocolat qu'on dilue un peu, n'importe quoi qui contient des protéines. Un petit peu de protéines, parce que la protéine, quand on va la dégrader en acides aminés, puis c'est l'unité de base là, pour reconstruire nos fibres musculaires, parce que quand on fait de l'exercice, surtout l'exercice plus de type renforcement, bien, on va briser des fibres musculaires. Ça fait partie de la reconstruction, ça fait partie de l'avancement. Donc, ça va arriver. C'est ce qu'on veut de toute façon, c'est de briser des fibres pour en construire des plus solides et plus aussi à une plus grande quantité. Mais pour permettre cette reconstruction-là, on a besoin là, de consommer quelque chose qui contient un petit peu de protéines. La chaleur, la glace, ça peut être vos alliés. Puis, c'est clair que des personnes en douleur chronique qui vont s'engager dans une vie plus active vont avoir des douleurs, des courbatures. Ça s'applique à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de douleur chronique vont avoir des courbatures, des petites douleurs post-activité. Ce qui est important, c'est de la contenir, cette douleur-là. Donc, on ne voudrait pas que notre douleur de base augmente. On ne voudrait pas qu'une activité physique qui est déclenchée chez moi, une douleur, persiste pendant 4-5 jours. Donc, la chaleur, ça peut aider à détendre vos muscles, ça peut vous aider à la récupération. Puis, si vous avez une zone qui est circonscrite, qui est plus douloureuse, tendue, l'application de glace peut vous aider. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui souffrent d'allodynie, qui ne seront pas capables de tolérer la glace. Peut-être la chaleur sera plus confortable. Peut-être que vous avez aussi la difficulté avec la chaleur. À ce moment-là, ce ne sera pas des bonnes options pour vous. Vous pourriez vous retourner vers le massage. Le massage, ça peut très bien se faire à la maison. Il y a différents dispositifs qu'on peut se procurer pour faire de l'automassage. Ça peut être soi-même se masser, demander à notre partenaire de vie de nous masser. Ça peut être un spa, un bain qui a des jets. Ça peut être une balle de tennis pour se masser des points précis. Sinon, il y a plein de petits cossins qu'on peut acheter. Moi, je suis une fervente de massage. Ma chaise d'ordinateur, je peux la brancher, elle masse, elle chauffe. J'ai un coussin masseur, j'ai un massage gun où est-ce que je peux aller me masser à des endroits précis. Donc, il existe plusieurs manières là, d'introduire le massage dans votre récupération. Par rapport, on va vous donner des petits trucs de pro.
On en a parlé un petit peu au début, mais on revient là-dessus. C'est important de se fixer des objectifs à court terme. Les gens ont tendance à se fixer toujours l'objectif terminal, final. Essayez, si vous décidez de prendre votre vie plus activement, de vous fixer des objectifs à court terme. Donc, dans la prochaine semaine, qu'est-ce que je vise? Dans le prochain mois, ça va être votre moyen terme. Puis ça serait quoi mon objectif dans les 3, 6 prochains mois? Mais c'est important de découper ça en petits morceaux. Puis après une semaine, vos objectifs court terme, si vous vous rendez compte qu'ils sont trop difficiles puis que vous n'avez pas réussi à les atteindre, bien, vous vous rassoyez puis vous reconsidérez puis vous les diminuez s'il faut. Il faut avoir un plan clair. On en a parlé un petit peu plus tôt. Il faut se donner une idée de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre. On se fixe des objectifs SMART qui vont nous aider à faire un plan. Et puis après ça, on va pouvoir fragmenter l'activité physique qu'on veut faire dans nos objectifs, puis l'insérer dans notre horaire. Donc, c'est super important. Moi, dans mon horaire, j'ai toujours du temps pour l'entraînement. Je suis en meeting depuis 8 heures ce matin. Quand on va finir notre rencontre, je mange, puis après ça, je vais aller faire un petit 30 minutes dans les sentiers avec mon chien parce que si je ne me l'impose pas, ben, je vais être à 9 heures ce soir encore devant mon ordinateur en train de travailler, puis je ne l'aurais pas fait. Puis, il faut créer une routine. La routine, ça inclut le repos, spécialement chez une clientèle qui a des douleurs chroniques. Le repos fait partie de l'entraînement. Donc, on veut faire attention pour ne pas avoir trop de kinésiophobie puis penser que si on fait de l'exercice, on va toujours se blesser puis se faire mal. Mais quand j'ai fait de l'exercice, il faut inclure le repos. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de débuter de façon très progressive. On va avoir des petites victoires à chaque fois qu'on fait de l'exercice ou à chaque semaine, à chaque jour, comme on s'est fixé nos objectifs court terme. Il faut vivre ces petites victoires-là. Il faut que ce soit très, très, très progressif. Si je reviens avec Paul, on se rappelle de Paul qui s'était fait mal au dos il y a 20 ans puis qui souffre toujours de douleurs chroniques. Paul, il veut vraiment, on avait dit, avoir un mode de vie plus actif. Fait que Paul nous a mentionné qu'il y avait une piscine à la maison, qu'il y avait un équipement d'entraînement chez lui. Là, il y avait quelques poids libres et des élastiques. Il y a des élastiques aussi qui sont de moindre résistance que le physio y avait donné là, quand il a fait de la physio il y a quelques années. Il y a un vélo. Donc, lorsque la belle saison va revenir, il dit qu'il pourrait utiliser son vélo, mais il aime beaucoup marcher. Donc, si on fixe un objectif avec Paul, on s'assoit avec lui, puis on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif SMART. Bien, Paul, il nous mentionne que vu qu'il aime beaucoup la marche, puis que l'épicerie n'est pas trop loin de la maison, il dit qu'il aimerait vraiment ça, être capable d'aller faire son épicerie à pied. Il s'est acheté justement un sac sur roulette pour lui permettre de faire ça, mais il ne sait pas comment s'y prendre là, pour y arriver. Donc, il nous mentionne que ça prend 30 minutes à aller à l'épicerie, aller-retour, donc 15 minutes se rendre, 15 minutes pour revenir. Donc, d'ici un mois, on aimerait ça que Paul puisse aller à l'épicerie, faire des courses puis revenir à la maison. Donc, nous, pour Paul, pour commencer, on suggère, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas, il va falloir diminuer, puis peut-être que ça va être trop facile, il va falloir augmenter. On n'a pas le savoir, nous, absolu non plus. Nous aussi, comme thérapeute, on va faire des erreurs dans la prescription d'exercice avec nos patients, mais on pense que pour Paul, ce qui serait intéressant pour débuter, ça serait un programme de renforcement doux. Donc, à raison de 3 fois par semaine. Donc, on alternerait les journées, le lundi, le mercredi, le vendredi. Paul ferait les exercices suivants. Il commencerait, il y a aussi un vélo stationnaire que je n'ai pas mentionné, jusqu'à temps qu'il fasse beau dehors, il peut faire du vélo stationnaire. Donc, il pourrait commencer par 5 minutes de vélo stationnaire en zone 1. Donc, juste pour dire là, qu'il va avoir un petit peu chaud, sans plus. Après, il pourrait faire un quart de squat. Donc, un quart de squat, c'est vraiment pas gros. Hein? C'est juste, par exemple, on pourrait se placer devant une chaise et penser à vouloir aller s'asseoir, juste entamer, débuter le mouvement de descente, puis de revenir sans plus. Donc, il pourrait nous faire là, 5 répétitions de ce quart de squat-là, prendre 1 à 2 minutes de repos, puis refaire une deuxième série. Fait que déjà, on irait renforcer ses fessiers, ses quadriceps, ses ischios jambiers. Puis, pour renforcer aussi les mollets, pour l'aider dans sa marche, on pourrait lui demander de monter sur la pointe là, des pieds. 5 répétitions. Encore une fois, prendre 2 minutes de repos, puis répéter pour 2 séries.
Fait que pendant 3 jours par semaine, il commencerait avec ce programme de renforcement-là. Puis ensuite, il pourrait aussi intégrer entre les journées où est-ce qu'il ne fait pas de musculation, commencer à marcher un petit peu plus. Donc, on sait que Paul, lui, est déjà capable de marcher un peu. Son problème de dos ne lui cause pas trop de douleur s'il marche là, 5 à 10 minutes. Donc, on pourrait débuter avec un 5 à 10 minutes de marche à raison de 3 fois semaine. Donc, il pourrait y aller les journées qu'il ne fait pas de musculation, donc soit le mardi, le jeudi et le samedi, puis prendre le dimanche de repos. Si on voit que c'est trop, on pourrait couper soit dans la musculation, soit dans la marche, mais on essaierait avec lui la première semaine un truc qui ressemblerait à ça. Parlons maintenant de Suzanne. Suzanne, elle aime beaucoup la marche, elle aime le yoga. Mais par contre, Suzanne n'a aucun équipement d'entraînement à la maison et de toute façon, elle n'aime pas ça faire des exercices de renforcement. Donc, ce n'est pas une bonne option pour elle. Donc, elle veut vraiment viser la marche, le yoga, tout ça, des exercices assez doux. Suzanne, on ne vous l'a pas dit, elle est voisine de Paul et ils sont bien copains. Et dans le fond, elle, Suzanne, quand Paul lui a parlé de son objectif d'aller faire son marché à pied, d'ici un mois, elle a décidé de se joindre à lui. Par contre, c'est pas parce qu'ils ont le même objectif qu'ils vont nécessairement avoir le même programme parce que Suzanne n'a pas de vélo stationnaire, n'a pas de piscine et malgré qu'elle pourrait emprunter la piscine à Paul, ça ne tente pas tant que ça. Et elle ne veut pas faire d'exercice de renforcement avec des poids libres. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour Suzanne, et surtout que Suzanne a beaucoup plus de fatigue dans ses symptômes alors que Paul n'en a pas. Donc, pour Suzanne, on va commencer avec seulement 3 fois par semaine. Donc, pour vraiment avoir au moins un jour de repos entre chaque journée d'activité. Et ce qu'on va faire, c'est que Suzanne, comme elle aime bien marcher et elle marche déjà un tout petit peu, on va faire 10 minutes de marche pour débuter. Ensuite de ça, on va faire une salutation au soleil qui est un enchaînement en yoga. Et on finirait avec un étirement des ischio-jambiers, donc où elle va étirer les muscles derrière sa cuisse pour 30 secondes. Et là, Suzanne débute son programme et au misère, la salutation au soleil, c'est beaucoup trop long, ça ne fonctionne pas, elle est fatiguée toute la soirée après, elle est fatiguée le lendemain, ça n'a pas fonctionné. Ben, la prochaine fois, au lieu de faire une salutation au soleil complète, Suzanne décide de faire seulement la moitié. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à adapter. Vous êtes les experts de votre condition. Vous savez comment votre corps réagit. Vous vous connaissez. Important d'aller adapter, justement, toujours en parlant avec un professionnel de la santé, mais toujours important d'adapter à votre condition. Ce qui est normal de ressentir après un entraînement. C'est normal de ressentir de la fatigue. Par contre, il faut que ça dure moins de 24 heures après l'exercice. Ça ne va pas être une fatigue très, très intense. Donc, une petite fatigue, c'est normal. Ensuite de ça, des douleurs qui sont légères. Donc, on parle de moins de 4 sur 10 sur le chiffre de 0 à 10, là où 0, c'est aucune douleur, 10, pire douleur imaginable. Les douleurs devraient être légères. Donc, c'est plus un inconfort qu'une douleur et ça se dissipe en bas de 60 minutes suivant l'exercice. Donc, si vous faites un exercice et que vous avez mal toute la soirée, le lendemain, pendant 2 semaines, c'est non, c'était définitivement trop. Donc, à ce moment-là, on adapte. Et c'est aussi normal d'avoir des courbatures musculaires là, qui vont se dissiper encore une fois en 24 à 48 heures. Pour ce qui n'est pas normal de ressentir, donc comme je vous disais, fatigue plus de 24 heures qui suit l'exercice, fatigue très, très intense, donc ce n'est pas quelque chose de normal. S'il vous plaît, parlez-en avec votre professionnel de la santé ou votre médecin. Douleurs intenses, donc on parle de plus que 4 sur 10. Si vous avez des douleurs qui sont très, très élevées et qui vont durer dans le temps, donc ça, c'est pas normal. Si vous avez des étourdissements, des palpitations, des symptômes étranges dans ce genre-là, c'est pas normal non plus. Considération spéciale, on est vraiment sur la fin de la présentation, ça achève, mais ce qui est important, c'est que nous, aujourd'hui, on a donné des recommandations qui étaient très, très générales, peut-être qui s'appliquaient à vous, peut-être qui ne s'appliquaient pas à vous. Donc, c'est important d'en discuter avec un professionnel de la santé avant de commencer. Des fois, je sais que c'est difficile de savoir à qui s'adresser. Peut-être commencer à en parler avec votre médecin, d'en parler avec votre physiothérapeute, il y a des kinésiologues aussi qui peuvent travailler avec les gens en douleur chronique. Mais bref, des fois, c'est difficile, mais votre médecin peut certainement vous référer vers l'autre personne. Physiothérapeute aussi, on est formé pour ce genre d'activité-là.
Justine, Ensuite Justine, excuse de t'interrompre, mais c'est justement. oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui en a discuté justement dans le chat, qui avait vu un kinésiologue puis que c'était trop intense. Ça. Moi, pour avoir un background en kinésiologie avant de devenir physio, ça peut être trop intense, effectivement. C'est Annick qui a fait ce commentaire-là. Je pense que ça vaut peut-être la peine de chercher un physiothérapeute qui est spécialisé en douleurs chroniques, que vous pouvez trouver à partir du site de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. Puis à partir de là, je pense que ça serait probablement dans vos cas à vous, la personne la mieux indiquée pour vous diriger sur une prise en charge là, en activité physique, effectivement. Effectivement. C'est sûr qu'on a l'air de prêcher pour notre paroisse, mais sérieusement, en physiothérapie, on est formé pour ça. L'autre chose qui est importante à considérer, c'est que les soins, les activités soient personnalisés à votre condition, à vos envies, à ce que vous avez, à ce que vous aimez faire finalement. Et ce qui est important aussi, c'est de considérer les comorbidités. Donc, si vous avez un trouble anxieux, si vous avez une dépression, bien, peut-être que ça va être pas mal plus difficile de vous mettre en marche, de commencer un mode de vie actif. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut considérer quand on commence. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez pour aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut y aller chacun à son rythme. Il faut que ce soit une progression qui soit lente, très, très, très progressive, de se fixer des objectifs qui sont smart, qui sont intelligents, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui ont une temporalité, de choisir des activités qui vous parlent, que vous allez aimer, que vous allez avoir hâte d'aller faire, de limiter votre fatigue et surtout de limiter la douleur là, après l'activité. Et le plus important, c'est vraiment d'aller bouger. Donc, on voudrait remercier le RQRD et le RQSD qui nous ont invités, la QDC qui nous accueille aujourd'hui pour la présentation. Donc, on est très content de vous rencontrer. On vous a mis quelques ressources utiles ici qui sont en fait les sites qu'on a utilisés un petit peu pour la présentation. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, Santé publique Canada aussi. Il y a, Justine Lani parlait de l'Ordre des physiothérapeutes. Donc, c'est le site qui est ici, oppq.qc.ca, où vous pouvez aller chercher des physiothérapeutes dans votre région. On voit aussi qui, justement, a quelle spécialité. Donc, c'est très, très facile à utiliser comme utilisateur de soins en physiothérapie. Donc, je vous invite à aller le consulter. Donc, on serait vraiment à la portion questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de présentation et je vais repasser là, le contrôle. Ça sera pas bien long. Il y avait des gens qui avaient fait des commentaires, posé des questions dans le chat. Peut-être que je pourrais conseiller qu'on commence avec ces choses-là, si ça vous convient. Oui, juste un instant, Mélanie. Là, je veux juste m'assurer d'arrêter l'enregistrement, de pouvoir arrêter l'enregistrement. D'abord, je vous remercie énormément pour cette incroyable présentation. J'ai tout adoré et je suis certaine que c'est un fier coup de pouce, beaucoup d'informations. Ça va être intéressant de pouvoir retourner consulter la portion présentation sur le site de la QDC. Ça prend habituellement à peu près une semaine et pour respecter là, la confidentialité des gens, donc pour la période de questions, j'arrête l'enregistrement et simplement pour dire que vous l'avez vu pendant la présentation, donc il s'agit de conseils généraux, bien qu'on a eu vraiment un aperçu et c'est ça que j'ai super apprécié de voir comment ça pouvait se traduire dans le quotidien. Mais bien sûr, vous l'avez compris, ce sont des conseils généraux et on ne répétera jamais assez de faire affaire avec un professionnel de la santé, dont les physiothérapeutes, pour obtenir vraiment du sur-mesure à votre condition. Ça, c'est bien, bien important de le garder en tête. Des fois, on ne sait plus où donner de la tête justement pour obtenir de l'aide. Alors, c'est bien important de circonscrire là, la présentation de ce midi. Ça n'est probablement pas adapté à votre condition spécifique et ce n'était malheureusement pas le but de répondre exactement pour chacune des personnes. Donc, bien important là, de garder ça en tête que effectivement, vous avez besoin peut-être d'un support si vous essayez par vous-même et que c'est trop difficile. Si vous êtes, avant de vous décourager, faites affaire avec un professionnel de la santé. Donc, j'arrête l'enregistrement
Et on va poursuivre avec la réponse aux questions. C'était une bonne idée, là, Mélanie, de prendre ce qu'on avait eu dans le chat. Merci. On avait Annick là, qui avait justement là,